trois choses. D'abord, répondre à la question qui nous a tous fait sursauter et rire en même temps sur sommes-nous en démocratie. Je pense que ça se discute. Hein. La réponse n'est pas aussi évidente que nous avons tous l'air de le croire aujourd'hui. Je voudrais simplement rappeler que ceux qui ont conçu, inventé, mis au point notre régime, nos institutions, le gouvernement représentatif, haïssaient la démocratie. C'est-à-dire rejetaient la démocratie comme un régime impraticable, archaïque, facteur de désordre, et ne considéraient pas que les citoyens soient capables de prendre des décisions. Et si on définit la démocratie comme le pouvoir exercé effectivement par les citoyens, nous ne sommes pas en démocratie. Hein, nous ne sommes pas en démocratie, il faut appeler un chat, et il y a eu tout un processus historique qui a fini par assimiler l'élection et la liberté d'opinion à la démocratie, mais la question est de savoir, est-ce suffisant pour parler de démocratie? Et si on perd la liberté d'opinion, si on perd les libertés publiques, la question se posera encore plus. D'où l'actualité du débat autour de la loi sur la surveillance électronique. Donc, sommes-nous en démocratie? J'aurais plutôt tendance à répondre peut-être pas. Hein, peut-être pas. Nous vivons dans le cadre d'un gouvernement représentatif. Alors, une fois ce préalable posé, et effectivement un peu provocateur dans une assemblée de la démocratie représentative, je voudrais revenir d'abord sur des remarques assez générales sur les enjeux de la participation et ensuite poser la question du numérique à partir de ce que j'ai entendu des contributions des différents ateliers. Alors, poser la question des enjeux. Alors, inutile de revenir sur l'arrière-plan de la crise démocratique, de la fracture démocratique, de la montée, effectivement, de la défiance, de l'indifférence, mais je voudrais dire aussi la montée de la contestation des institutions de la représentation elle-même. Cette contestation, elle est encore minoritaire, mais elle s'est exprimée dans le mouvement des indignés, dans le mouvement Occupy, elle s'exprime assez régulièrement sur le net, c'est-à-dire on a des gens qui deviennent allergiques à la représentation. Un de mes collègues australiens, Simon Stornay, vient de poser la question de la fin de la politique représentative. Comme si les citoyens ne supportaient plus d'avoir des représentants. Une fraction croissante de citoyens n'acceptent plus que les représentants fassent ce coup de force de dire « je suis en mesure de parler en votre nom ». Ils n'acceptent plus que d'autres parlent en leur nom. Alors ce mouvement est relativement minoritaire. Aujourd'hui, une majorité accepte encore la logique de la représentation. Et je me situe au sein de cette majorité. Mais notons quand même ces signaux qui sont encore relativement faibles, mais qui sont assez puissants, me semble-t-il. Et lourds, évidemment, de conséquences. Alors les enjeux de la participation de manière générale, il ne faut jamais hésiter à y revenir. Je pense qu'il y en a 5 enjeux à faire participer les citoyens plus qu'on ne le fait dans les démocraties représentatives. Premier enjeu, c'est vérifier la promesse d'égalité qui est au fondement de la démocratie. Mon collègue éminent, Robert Dahl, que je cite systématiquement, nous dit la démocratie, essentiellement, c'est la possibilité pour chaque citoyen, la possibilité égale pour chaque citoyen d'influencer la décision. Or, de cet horizon, finalement, on ne peut pas véritablement se considérer en démocratie. La possibilité égale pour chaque citoyen d'influencer la décision. Donc il faut tout faire pour se rapprocher de cet idéal. Deuxième enjeu, c'est maintenir une vie démocratique. C'est-à-dire maintenir l'intensité de la vie démocratique dans notre société, c'est-à-dire une activité critique permanente des citoyens. Ce que Pierre Rosanvallon appelle la contre-démocratie, c'est une des composantes de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans contre-démocratie. Or, des sociétés dans lesquelles les citoyens deviennent indifférents à la chose politique, se pensent et agissent exclusivement comme des consommateurs, ont de fortes chances de ne plus rester longtemps des démocraties. Troisième enjeu, c'est faire contribuer les citoyens au processus de décision. Il y a une dimension conflictuelle, mais il y a aussi une dimension contributive. Et c'est là que le net, finalement, joue un rôle tout à fait majeur. Il y a finalement une expertise citoyenne, une expertise profane, et il n'est pas sûr que les élus et les experts détiennent des solutions les meilleures à tous les problèmes qui se posent et qui vont se poser à nous dans les années qui viennent.
Quatrième enjeu, c'est améliorer en conséquence la qualité de la décision, la qualité substantielle de la décision, en explorant toute l'information disponible et l'univers des solutions ouvertes. Et puis, cinquième enjeu, ne l'oublions pas, c'est légitimer la décision. Dès lors que l'on aura autorisé finalement cette expression générale, cette mise à l'épreuve des projets de décision, on a toute chance de rendre celle-ci plus légitime. Il ne suffit plus qu'une autorité élue prenne une décision aujourd'hui pour qu'elle soit légitime. Encore faut-il que la procédure qui a mené à cette décision soit considérée comme telle. Alors voilà pour ces enjeux très généraux, pour finalement ce qui pourrait apparaître comme une rhétorique assez vide de la participation, mais qui doit être rappelée, me semble-t-il, en permanence. Quid maintenant du numérique par rapport à ces enjeux généraux? Dans le contexte actuel, qui est un contexte assez ambivalent, dans lequel il y a un mouvement assez fort de revendication de participation, il y a des tentatives plus ou moins maladroites des autorités pour retrouver une forme de légitimité et de contact avec les citoyens via la participation, mais dans lequel aussi il y a des obstacles majeurs à approfondir cette participation. Les représentations des élus, ça a été rappelé, dit à de nombreuses reprises, les représentations des élites qui ne considèrent pas comme légitime la contribution citoyenne. Vous avez un problème éducatif majeur, c'est rappelé en permanence dans tous les débats. Et pendant très longtemps, j'ai eu tendance à prendre un peu à la légère, à me dire oui, certes, il faut de l'éducation civique, il faut former les citoyens, les équiper pour la participation. Aujourd'hui, je crois que c'est un problème public que nous devons gérer, sans faire peser forcément à l'école une tâche supplémentaire, mais convenons que dans un pays comme le nôtre, qui n'a pas la culture de la participation, il n'y a pas de formation véritable à la prise de parole publique, il n'y a pas de formation véritable, surtout à la délibération, c'est-à-dire au dialogue citoyen, à l'écoute de l'autre. Nos débats sont des dialogues de sourds. Alors, quid du numérique? Le numérique, évidemment, il présente un nombre d'avantages tout à fait importants. Si je reprends le titre de notre table ronde, un nouveau souffle pour la démocratie, oui, éventuellement, le numérique peut apporter un nouveau souffle, pour plein de raisons. Parce qu'il facilite évidemment la délibération. Il permet de transgresser les échelles territoriales. Il permet de faire dialoguer des gens qui n'habitent pas au même endroit sur des questions qui concernent tout le monde. Donc il permet d'ajuster le public de la participation ou de la concertation aux problèmes, beaucoup mieux que ne le font les institutions représentatives classiques ou les réunions publiques classiques. Le numérique est très important parce qu'il infuse et il inclut finalement des acteurs sociaux qui ne participent pas habituellement dans les espaces de représentation classique. Et je pense aux jeunes, évidemment. Je pense aux gens qui ne sont pas disponibles pour participer physiquement, dont le temps citoyen disponible est relativement réduit. Et pour moi, ce sont des atouts majeurs. Dernier élément, c'est la culture démocratique du numérique qui est essentielle au renouvellement de nos formes de participation. Dans l'univers du numérique, on sait ce que c'est que la gestion des communs. On sait ce que c'est que l'écriture collaborative. On sait ce que c'est que, finalement, de trouver des solutions coopératives. Alors, pas toujours, mais simplement, on devrait s'en inspirer, évidemment. On doit, finalement, incorporer cette culture dans la vieille démocratie. Ça pose évidemment des problèmes non moins importants, des problèmes d'inclusion. Il y a encore des gens qui ne sont pas connectés. Et quoi qu'on en dise, c'est un problème. Et donc, du coup, il faudra faire coexister toujours du présentiel et du en ligne. Il y a un autre problème que je vois poindre à force de fréquenter les gens qui diffusent des plateformes numériques. C'est le problème de l'hyper-professionnalisation des acteurs du numérique, qui ont tendance, par leur vocabulaire, par leurs références, par leur ethos, d'un certain point de vue, à s'éloigner du reste de la population, jusqu'à ce que se pose une question qu'ils évacuent très souvent, qui est la question de la représentativité. Le numérique aujourd'hui ne traite pas cette question de la représentativité. Évidemment, le numérique ne prend pas en compte la représentation, mais la représentativité sociologique, y compris des acteurs démocratiques. Une chose, moi, qui m'importe,
qui a été évoquée, qui a été reprise dans un certain nombre d'interventions, c'est la nécessité absolue. S'il y a une chose finalement que je voudrais mettre en évidence dans ce topo, c'est la nécessité de prendre au sérieux l'existence d'institutions de la démocratie, c'est-à-dire d'institutions du tiers, d'institutions et d'acteurs dont la vocation est de faire vivre la démocratie, c'est-à-dire la vocation exclusive. Pourquoi? Parce que l'ensemble des acteurs concernés, en général, dans les conflits, dans la vie politique, ne voient la démocratie que de manière instrumentale, ne la valorisent que pour autant qu'elle, finalement, produise des effets qui leur sont favorables. Et ça vaut pour les acteurs, les acteurs de la société civile, ça vaut aussi pour les autorités politiques. Or, il est essentiel qu'il y ait des intermédiaires, des médiateurs, des community managers, des animateurs du débat public, des garants du débat public, c'est-à-dire des gens qui valorisent intrinsèquement la démocratie et qui mettent en tension ces acteurs pour qui la possibilité même de transgresser les règles démocratiques est toujours une solution envisageable. On a parlé par exemple de la haute autorité de la transparence politique, je pense aussi à la Commission nationale du débat public, je pense aussi à des opérateurs qui ne sont pas forcément des opérateurs publics, je pense à Parlement et Citoyens qui jouent ce rôle dans un certain nombre de contextes. Il me semble que ces institutions du tiers sont absolument indispensables à la qualité du débat démocratique dans notre pays.